Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ombline. Bonjour Ombline, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, ça va très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Beau temps avant le week-end, presque chaud. Pendant 1 heure, nous allons discuter ensemble sur Europe 1 de vos expériences de vie, celles qui vous ont fait vibrer, comme celles qui vous ont déçu. Votre vécu nous intéresse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du changement de vie. Les vacances sont finies, c'est la rentrée, et avec elle, une certaine routine est revenue. Cet été, vous vous êtes peut-être dit, est-ce que je vais continuer à mener la vie que je voudrais avoir ? Finalement, est-ce que je ne me trompe pas de voie ? Eh bien, certains ont sauté le pas, celui de changer de vie. Que ce soit à l'autre bout du monde ou à la campagne ou dans un autre milieu professionnel, ils sont de plus en plus nombreux à tout plaquer pour tout recommencer. Expérience enthousiasmante, enrichissante pour certains, pour d'autres des déceptions et des obstacles. Alors, vous avez sauté le pas. Tout plaquer pour changer de vie, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous vous attendons nombreux, nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter au 39 21. Oui, on vous écoute au standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez également sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et merci beaucoup pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes plus de 1000 membres à nous avoir rejoints sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Stéphanie au 39 21, le standard d'Europe 1. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. D'où nous appelez-vous Stéphanie ? J'appelle de Normandie, dans la Manche, en bord de mer. Normandie, très bien, donc dans basse Normandie, c'est ça ? Oui. Alors Stéphanie, vous avez voulu changer de vie il y a 10 ans, suite à un week-end en Normandie. Que s'est-il passé ? Vous avez eu un déclic lors de ce week-end ? Oui, alors je venais à contre-cœur passer ce séjour en Normandie, parce que j'étais une citadine qui se pensait très épanouie à Paris et je n'aimais pas la campagne. Donc je n'étais pas ravie de venir patauger dans la boue en plein hiver au fin fond de la Normandie. Ça ne me ravissait pas, mais la découverte de ce littoral et de ce terroir très sauvage m'a assez séduite, et surtout j'ai découvert l'élevage de moutons de Pré-Salé, puisque le site dans lequel j'étais était en bordure de Pré-Salé, et comme je n'avais aucun a priori sur l'agriculture, ni positif ni négatif, j'ai été assez envoûtée par le mode d'élevage des moutons qui avait l'air complètement sauvage et naturel. Donc la découverte a gagné en magie parce que c'était un univers sur lequel je n'avais pas d'idée préconçue. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, de retour à Paris, vous vous êtes mis à ne plus en pouvoir de vivre à Paris ? Pas sur le coup, pas tout de suite, mais je suis revenue plusieurs fois en vacances pendant plus d'1 an ici, et chaque fois que je venais ici, je me sentais bien et en harmonie et en cohérence. Et chaque fois que je repartais à Paris, à contrario, je me sentais de plus en plus enfermée et dans un univers cloisonné, pas épanouissant. Je devenais complètement neurasthénique. C'est-à-dire que j'arrivais plus à prendre le métro sans pleurer. Enfin, je vivais très mal chaque retour à Paris. Donc vous avez décidé à un moment de sauter le pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas ? Qu'est-ce qui m'a poussé ? Le fait que je n'envisageais plus de survivre à Paris sans me jeter sous le métro un matin ou un autre. Ah oui. Oui. Et l'idée de venir vivre à la campagne et de devenir agricultrice s'est imposée de manière assez évidente, mais aussi parce que je l'ai construit. C'est-à-dire que c'était assez rationnel. J'ai pas sauté le pas du jour au lendemain en disant je vais tout changer, je vais tout révolutionner. Après tout, nos ancêtres étaient agriculteurs, donc ça doit être un métier facile. Vous avez préparé... Alors, au moment où je me suis dit ça, j'ai plutôt construit en disant pour changer de vie, il faut faire un business plan. Est-ce que je dois reprendre des études ? Est-ce que je dois me faire aider par un congé formation ? Enfin, j'ai construit ce projet de manière rationnelle. Et vous êtes donc retourné à 28 ans au lycée. Comment cela s'est-il passé au lycée ? Lycée agricole, Lycée agricole, mais une partie cours pour adultes, puisqu'on est quand même de plus en plus nombreux à changer de vie ou changer de carrière. Ouais. Donc il y a dans les lycées agricoles un secteur, un département qui est dédié aux adultes en reconversion. Donc c'est pas des cours très très élaborés. J'ai pas fait une thèse d'agronomie. J'ai oublié de vous demander que faisiez-vous en fait à Paris comme boulot ? Je travaillais dans l'audiovisuel et dans le graphisme. D'accord. Donc c'était très, très artistique, mais très abstrait, voire très fumeux selon le point de vue où on se place. Alors le fait d'être retourné au lycée agricole, comment votre famille a réagi ? Comment mon quoi, pardon ? Comment votre famille a réagi à cette décision ?
Plutôt bien parce que ma famille elle-même avait traversé plein de up and down dans sa vie, ce qui fait que chacun avait eu l'occasion au moins une fois de se remettre en cause et de re-hiérarchiser différemment ses priorités. Donc quand ils ont vu que moi, ma priorité ou ma manière de hiérarchiser ce qui pouvait me rendre heureuse, c'était ça, c'était de partir à la campagne et devenir agricultrice, ils ont trouvé que c'était plutôt mieux que je le fasse à 28 ans plutôt que d'attendre d'avoir 50 ans et d'être malheureuse et de quitter mari et enfant sur un coup de tête. Et maintenant, cela fait, je crois, 8 ans, 10 ans que cela dure. Ça fait 10 ans que je vis ici. 10 ans. Que je suis installée à mon compte comme agricultrice indépendante. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter cette situation ou êtes-vous heureuse aujourd'hui ? À aucun moment j'ai regretté. En revanche, mes objectifs ont évolué au fil des ans. C'est-à-dire que plus je découvert de choses sur ce nouveau métier, plus je me suis rendu compte que ça correspondait pas à l'idée que je m'en étais faite au début. Ouais. Donc mon objectif, il a un peu évolué et j'ai fait évoluer mon exploitation en fonction de ça aussi. Et vous n'avez pas choisi le plus facile, parce que l'agriculture, on sait que c'est difficile. Vous n'avez pas eu peur avant de vous lancer dans ce métier-là ? Je crois que ma grande chance, c'est que j'étais inconsciente et que j'avais pas tout pigé ce qui m'attendait. Mais est-ce qu'il ne faut pas... J'avais l'impression de pouvoir abattre des montagnes. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas une bonne dose d'inconscience pour sauter le pas ? On continuera à en parler lors de cette émission parce que pour réaliser ses rêves, l'insouciance, à mon avis, a une bonne part. Merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Claire qui nous appelle au 3921 en direct du Pérou. Europe 1. Et on parle de l'envie de changer de vie qui gagne de plus en plus de personnes. Vous avez franchi le cap, vous avez franchi le pas. 3921 pour nous parler, nous raconter et également sur le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1. Tout de suite avec Olivier Delacroix. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous de cette volonté de tout plaquer pour changer de vie. Venez témoigner, partager avec nous votre expérience sur Europe 1 3921. Et nous avons eu Stéphanie au 3921 qui nous expliquait que du métier d'intermittente du spectacle, elle avait sauté le pas et depuis 10 ans, elle est agricultrice en Basse-Normandie. Et nous sommes maintenant avec Claire. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Je précise que vous nous appelez du Pérou, Claire. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à des kilomètres de nous actuellement, donc au Pérou. Quelle heure est-il chez vous ? Il est 8h du matin à peu près. 8h du matin, donc vous voilà très matinal. Vous êtes originaire de Toulouse, et il y a 8 ans, vous êtes parti en voyage au Pérou, et finalement, vous n'êtes plus vraiment rentré, vous n'êtes plus vraiment parti plutôt du Pérou. Que s'est-il passé lors de ce voyage ? Racontez-moi ça. En fait, il y a 8 ans, effectivement, j'étais partie au Pérou et j'ai rencontré en fait mon mari, qui était le guide sur le trek que je faisais sur le Machu Picchu. Et puis depuis, on s'est plus vraiment quitté. Alors on est rentré en France pendant 5 ans quand même. On a eu 2 petits garçons et en fait dès notre arrivée en France, on avait plein d'appels de copains de l'entourage qui nous demandaient des conseils pour organiser leur voyage au Pérou, sachant que mon mari était guide. Et du coup, on s'est pris au jeu et puis cette petite idée a germé effectivement de s'installer au Pérou définitivement. Et c'est un projet qui vous a vite, c'est un projet qui vous a vite trotté dans la tête visiblement. C'était quoi ce projet en fait ? Comment on a compris comment il avait pris racine, mais au début, vous vous êtes dit quoi ? On va partir au Pérou et on va s'organiser pour les amis simplement ou racontez-moi le début de ce projet. L'idée c'était vraiment, en fait finalement c'est un projet qui nous a rassemblés et qui nous ressemble vraiment à tous les deux. Parce que on s'imaginait vraiment tous les deux pouvoir construire quelque chose ici et quelque chose qui nous plaise à tous les deux, dans lequel on puisse vraiment s'épanouir à la fois lui et moi sur un projet qui soit commun, dans lequel on avait. Vous épanouissiez. Il y avait de la demande et des envies. Et aujourd'hui, ça y est, puisque vous êtes installé là-bas depuis janvier. Comment ça se passe ? Exactement. Et bien ça se passe bien, on est super contents parce qu'on a plein de demandes. Ouais. On est vraiment sur la création d'une agence à la fois francophone et solidaire. Ouais. Francophone parce qu'on travaille que avec soit des Français, des Suisses, etc. Et c'est vraiment spécialisé sur ce secteur-là. Et solidaire parce qu'on a aussi créé en parallèle une asso ici pour soutenir des projets aussi culturels au sein d'écoles. Oui. Défavorisés de la région. D'accord. Et donc ça fait 9 mois que vous êtes là-bas. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle vie ?
C'est le dépaysement, c'est le fait d'être vraiment sur... moi, je trouve ça très agréable d'être dans un univers dépaysant où on est pas mal bousculé en fait au quotidien sur nos repères et c'est assez c'est hyper moi je trouve ça très 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 attirant, très épanouissant parce que finalement en fait entre la vie en France et celle d'aujourd'hui où vous dites être justement bousculé être bousculé dans un environnement qui aujourd'hui, cet environnement, il vous ressemble plus, vous êtes plus en adéquation avec cet environnement, avec les gens autour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce rêve qui est devenu réalité, j'ai pas l'impression que vous ayez changé de rythme, hein, vous êtes très occupé, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est beau, cette nouvelle vie ? En fait, on fait des rencontres assez extraordinaires grâce aux gens qui nous sollicitent, tous ces voyageurs de passage au Pérou qui veulent découvrir le Machu Picchu, qui veulent faire des treks, qui ont vraiment des attentes, des attentes assez précises. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant aussi. Enfin, à la fois, effectivement, il y a un contexte sur place qui est comme je vous le disais, hyper dépaysant. Mais il y a aussi toutes ces rencontres qu'on fait au quotidien avec les clients qu'on accueille et qui sont vraiment super, quoi. Et à chaque fois, la plupart sont devenus finalement des amis parce qu'on attache aussi beaucoup d'importance à l'accueil des gens qu'on accompagne au Machu Picchu. Et c'est une aventure que vous avez fait en famille. Vos enfants le vivent comment, ce nouveau projet ? Nos enfants, ils sont petits, donc ils ont 2 ans et 4 ans, donc c'est vrai que je pense qu'ils réalisent pas grand-chose. Les distances, ils les réalisent pas du tout. De temps en temps, ils nous disent tiens, on pourra aller voir Papier Manie à Toulouse, quand est-ce qu'on va au Jardin des Plantes, voilà, tous les repères qu'ils avaient en France, ils réalisent pas, je pense que la distance qu'il y a entre les deux. Après, eux, c'est plutôt chouette parce que ils sont devenus du coup bilingues au passage, vu qu'ils parlent maintenant les 2 langues. Et pour eux, ça se passe bien. Enfin, ils sont plutôt épanouis. Bon, en tout cas, on sent dans votre voix que vous n'avez pas du tout le mal du pays depuis 9 mois que vous vous êtes installé au Pérou avec votre mari. Et je vous souhaite bien évidemment bonne continuation, Claire. Mille merci pour votre témoignage en direct du Pérou, hein, je le précise, puisque le son était comme si vous étiez à côté. Et finalement, Europe 1 peut être au Pérou, hein, c'est la preuve. Bonne journée à vous. Dans un instant, nous accueillerons Catherine Sandner, auteure du livre Changer de vie, du break à la reconversion. Et il y a Joanne qui nous écrit sur Facebook: depuis 2 ans, je vis à Rome, en Italie. Grâce à mon travail, j'ai tout plaqué en France pour me reconstruire ici. Le plus dur, c'est de laisser sa famille, de se retrouver seul. Changer de vie est enrichissant, malgré les sacrifices. Europe 1. Tout plaqué pour changer de vie, de ville, de travail, de pays. Est-ce votre cas? Venez témoigner à l'antenne d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez également Twitter, #Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1. Sur Europe 1, on évoque le désir de réorienter sa trajectoire de vie, de quitter son train-train quotidien pour recommencer ailleurs autrement. Vous avez franchi le cap. Venez échanger avec nous, 39 21 pour nous appeler via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 pour nous écrire. Olivier Delacroix est avec vous. Et nous sommes maintenant en ligne avec Catherine Sandner, auteure du livre Changer de vie, du break à la reconversion. Bonjour Catherine, soyez la bienvenue. Bonjour. Au 39 21. Comment allez-vous? Très bien. Et vous-même? Écoutez, ça va. Moi, je suis à chaque fois que je suis ici, je suis heureux. Donc, je peux pas vous dire le contraire. Alors, Catherine, est-ce que c'est dans l'air du temps aujourd'hui de tout plaquer pour changer de vie? Comment expliquer que tant de monde pense à changer de vie? Déjà, je ne serais pas tout à fait d'accord avec l'expression tout plaqué. Et ensuite, le fait que ce soit tendance, c'est tout simplement parce qu'on est dans un monde où plus rien n'est sûr. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir les témoignages qu'on a entendus, parce que, par exemple, le premier témoignage, que les parents, finalement, acceptent ça avec une certaine bonhomie, je pense qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup moins accepté. Là, c'était vraiment, on avait le choix entre les études sans débouchés, les études avec débouchés, et on était vraiment poussé par les parents pour faire quelque chose de sûr, un avenir, un métier. Maintenant, on est dans une situation... Avant, un boulot, on le prenait au début et c'est quelque chose qu'on gardait toute la vie. Hein, voilà. C'est ça. Alors que maintenant, les boulots disparaissent. Je veux dire, on peut tout à fait être... Moi, j'ai des enfants là qui sont au collège ou au lycée. Comment voulez-vous que je les pousse vers une voie ou une autre? Alors que peut-être que dans 10 ans, quand ils seront en situation d'avoir un travail, peut-être que ce travail n'existera plus ou aura pris une forme complètement différente.
Et je pense aussi, la deuxième chose aussi qui me paraît importante et qui était intéressante encore une fois dans ces témoignages, c'est que c'est beaucoup moins de l'inconscience, tout plaqué sur un coup de tête, que il y a un moment donné, il y a une connexion qui se fait, qui fait réfléchir les gens et qui leur fait dire pourquoi pas une autre voie. Est-ce que c'est finalement un besoin d'être en phase avec soi-même qui finalement prime au bout d'un moment pour avoir le courage de se lancer? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que le ras-le-bol, il vient plutôt après qu'avant. C'est pas on en a ras-le-bol, donc on se lance dans quelque chose qui serait de l'ordre du fantasme. C'est plutôt, il y a un moment où on vit une expérience effectivement qui nous reconnecte avec nous-mêmes et que suite à ça, on commence à ne plus du tout être heureuse dans ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en plus, on ne veut plus rêver sa vie, mais vraiment vivre ses rêves et qu'on s'en donne les moyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'autant plus qu'on a beaucoup moins à perdre. On a moins à perdre parce que maintenant on est dans la précarité n'est plus quelque chose qu'on risque, c'est quelque chose qui est. On est dans une vie où la précarité, c'est notre quotidien. Oui. Donc du coup, à partir du moment où cette sécurité à laquelle on se raccrochait n'existe plus, en fait, on n'a pas tellement à perdre à tenter autre chose, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a les moyens, grâce en particulier à Internet quand même, oui. D'une part, de rester connecté au monde. Hein. On part pas au Pérou en laissant tout derrière soi. Je crois qu'il y a vraiment une continuité dans l'expérience qui a été partagée. Et je dirais même, il y a la tendance qui n'existait pas du tout il y a encore 20-30 ans des slashers, qui sont ces personnes qui, à la rigueur, ne lâchent même pas complètement ce qu'ils étaient en train de faire avant, mais qui utilisent ça. Par exemple, l'agricultrice normande, on n'est pas allé dans les détails, mais peut-être que son expérience de graphisme peut lui permettre ensuite d'avoir une démarche un peu plus communicante, un peu plus marketing dans la façon de faire vivre son business. Et je pense que c'est le temps qui nous manquait, mais elle nous l'a dit ça, hein, qu'elle était obligée de penser maintenant à faire évoluer son métier. Alors justement, dans votre ouvrage, vous donnez des conseils pour faire ce changement de vie. Quels sont les principaux conseils à retenir pour y aller et se lancer? Déjà, effectivement, l'aspect coup de tête. C'est que il faut vraiment s'en méfier de ça. Déjà. Oui, voilà, il faut quand même valider le fait que c'est pas un fantasme, que c'est quelque chose qui est viable, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui s'organise et ça ne réussit jamais. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans les témoignages, c'est qu'il y a 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Donc il faut non seulement un plan B, mais un plan C, un plan D. Et c'est vrai, vous avez raison que les 2 premiers témoignages vraiment éclairaient très bien tout cela, parce qu'on a eu 2 témoignages où les choses avaient été préparées. J'en profite pour vous donner mon expérience, hein, Catherine. Moi, j'ai rêvé souvent d'ouvrir un café-restaurant comme c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Je m'imaginais balayer mon petit pas de porte tous les matins avec un petit rayon de soleil et la rosée du matin. J'ai ouvert un café-restaurant à Évreux, ma ville natale, et je peux vous dire qu'au bout de 8 jours déjà, je savais que c'était pas mon truc. Donc évitez le coup de tête, hein, bien réfléchir. Voilà, et c'est pour ça il y a des moyens de tester, il y a des moyens de faire l'expérience pendant un laps de temps. Moi, j'ai eu la même expérience un petit peu comme vous. C'était mon rêve d'aller vivre en Turquie. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui m'attachaient à je dirais presque à la culture et à la façon de vivre ici. Et après, on se rend compte que c'était juste quelque chose qui, à un certain moment, nous a permis d'avancer. Parce que des fois, le fantasme, je crache pas non plus sur le fantasme. Je pense que des fois, le fantasme est extrêmement utile, mais n'a pas d'autre vocation que de nous faire rêver et mieux supporter, je dirais, le quotidien. Oui, et là, il faut faire attention toujours à ce coup de tête, ce fantasme. En tout cas, bien doser les choses. Vous restez avec nous, Catherine, au 3921. Nous allons accueillir dans quelques instants Gilles, un ancien trader devenu instituteur. Et il y a Marisol qui nous écrit sur le groupe de l'émission via la page Facebook d'Europe 1 qui nous dit donc: j'ai quitté un mari, une très belle propriété, une vie tracée, la piscine de luxe, 200 mètres carrés de confort, pour une maisonnette de 45 mètres carrés, moins d'argent, mais le grand amour est assumer qui je suis et pourquoi je suis là. Du bonheur, du bonheur. Europe 1. Casser le train-train quotidien pour recommencer ailleurs. Vous avez changé de vie? Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, 39 21. Écrivez-nous aussi votre SMS 7 39 21. Vous envoyez E1 et votre message. À tout de suite. Europe 1.
Très bon vendredi après-midi entre 15h et 16h. Vous partagez vos expériences de vie sur l'antenne d'Europe 1. 39 21 pour nous appeler, pour nous raconter comment vous avez réussi à changer de vie. C'était comment avant, c'est comment maintenant. À tout de suite avec Olivier Delacroix et voici Alain Souchon sur Europe 1. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien ne vaut la vie. Alain Souchon sur Europe 1, la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie ailleurs peut-être pour vous. Vous avez changé de vie, quitté votre travail, votre ville. Venez nous raconter au 39 21 le standard d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes en ligne avec Gilles au 39 21. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment allez-vous et d'où nous appelez-vous cet après-midi? Très bien, je vous appelle de Paris, de mon studio de montage. Ouais. Vous faites quoi dans la vie donc? Je fais plusieurs choses, mais je suis d'abord instituteur. Oui. Un métier que j'exerce à mi-temps. Oui. Et puis par ailleurs, je réalise des films et j'écris des livres. Alors on va revenir justement à ce qui est devenu aujourd'hui l'une de vos passions, et puis on peut parler aussi de métier. Mais dans les années 90, vous faisiez tout à fait autre chose, hein, Gilles, puisque vous étiez trader, puis gestionnaire de fonds dans de grandes banques. En quoi consistait votre métier exactement? À placer l'argent des gens très riches pour le valoriser au mieux. Que ce soit dans une optique de trading d'un côté ou de gestion de portefeuille de l'autre. Un métier où on gagne beaucoup d'argent, je suppose, où on a quand même une impression d'être faire partie des maîtres, un peu des maîtres du monde, un peu. Hein, Oui, même si c'est quand même une vaste illusion. Ouais. Mais oui, c'est assez juste. Et aussi, on gagne effectivement beaucoup d'argent, ce qui est la principale justification à ce métier, parce que comme je disais. Je sais plus à qui, si les traders étaient payés comme les inscrits, ça fait longtemps que la profession aurait mis la clé sous la porte. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai quitté un métier, donc j'ai en fait tout lâché en 2001. Oui. En apprenant, la principale raison, c'est que j'ai appris en fait que ma mère était atteinte d'une maladie incurable. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire le choix que vous avez fait de la chanson de Souchon qu'elle adorait. Et une de ses phrases préférées, c'était la phrase de Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et j'ai beaucoup appris en fait, j'ai arrêté de travailler pour prendre du temps pour l'accompagner, puisqu'elle était atteinte d'une maladie incurable. Et ça s'est imposé à moi, quoi. Donc, mon changement de vie, il y a eu un déclencheur qui a été cet événement, parce que j'avais une relation assez étroite avec ma mère. Voilà. Un événement qui vous a fait prendre conscience de la vie qui passe vite finalement, avec un métier et un rapport à l'argent qui peut-être vous grisez, vous embarquez dans un rythme peut-être à quel moment en fait à ce moment-là, quand vous perdez votre maman, vous prenez conscience de ça que vous avez... Oui, et que l'argent que je gagne ne permettra pas d'éviter sa mort. C'est-à-dire, quand on est dans ce métier-là, on a effectivement l'impression que l'argent va tout résoudre tout le temps. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que l'essentiel est un peu hors de sa portée, que ce soit la mort ou l'amour. Parce que là, dans les deux cas, voilà. Mais c'est vrai que j'étais dans un rythme assez frénétique, mais j'étais jeune, et comme vous le dites très bien, on est grisé par ça, il y a une espèce on vit sous adrénaline. Mais la confrontation à la mort, d'un seul coup, vous met en face de cette phrase de Sénèque qui dit « on remet la vie à plus tard », et pendant ce temps, elle s'en va. Et donc, si on ne fait pas des choix à des moments, on se réveille à 65 ans en disant voilà, et c'était ce que je ne voulais pas, j'avais des passions. J'avais pas prévenu de venir j'avais pas prévu. Justement, de trader pourquoi ce choix de devenir enseignant? Ça, c'est grâce à des amis. J'étais dans un très bon lycée où ils avaient fait des super études et puis ils avaient tout lâché aussi pour devenir enseignants. Oui, mais c'est un choix particulier, enseignant. Enfin, moi, je dis toujours que les enseignants ont une vocation, hein, celle de supporter des jeunes enfants, puis celle de supporter des ados aussi, parce que à tous âges, ils sont vraiment, enfin, ils peuvent être pénibles. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en tout cas, j'aurais été incapable d'être enseignant pour cette raison. Alors, j'avais sans doute la fibre. Oui. Mais j'ajouterais, il y a deux choses dans le métier d'enseignant. Il y a peut-être supporter les élèves, mais les porter beaucoup vers la réussite. Oui. Et ces enfants, et c'est très très gratifiant comme métier de ce point de vue-là. C'est-à-dire quand vous avez de l'autorité, c'est que vous n'avez pas trop le problème de les supporter.
et que vous réussissez. On fait de la méditation aussi en classe, puisqu'en fait, je travaille beaucoup en parallèle autour du sujet sur lequel j'ai fait un film, qui est Tout s'accélère, et qui est un petit peu aussi en toile de fond de tous les changements de vie auxquels on assiste aujourd'hui, parce que il y a de plus en plus de gens qui sont en situation de surmenage. Et justement, est-ce que vous-même, vous étiez en quête de sens de votre vie la confrontation à la mort, obligatoirement, vous met en quête de sens. C'est-à-dire d'un seul coup, vous réalisez que la vie, c'est pas un continuum frénétique comme ça, mais c'est quelque chose qui a un début et une fin, et que ça pourrait être intéressant de lui trouver un sens, et pas seulement de gagner de l'argent, dans un monde où ça manque cruellement de sens, le monde de la finance. Et donc, voilà, et comme je vous disais, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie question autour de l'accélération de nos rythmes de vie qui amène de plus en plus de gens à sortir de la métropole, par exemple, à sortir pour aller chercher le contact à la nature, quelque chose qui les redonne du sens à leur vie, qui redonne une forme d'espace pour eux-mêmes. Vous êtes épanoui aujourd'hui, hein. Je sais que vous ne nourrissez aucun regret par rapport au choix que vous avez fait. Vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle Tout s'accélère, dans lequel vos élèves s'interrogent sur la vitesse à laquelle nous vivons notre vie. Que retirez-vous de ce documentaire, en tout cas de la réflexion de ces enfants ? Déjà, c'était une expérience absolument fantastique parce qu'on l'a fait ensemble avec ses élèves l'espace de 3 mois en fin d'année et il a connu un succès génial au cinéma, en critique, etc. Donc il a été très bien reçu et ce que je retire, c'est que ma conviction en tant qu'enseignant, c'est que quand on sait faire philosopher des enfants, quand on parvient à les faire philosopher, on pourrait dire, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Parce qu'ils ont une manière assez limpide d'aborder les sujets, et si on est un peu exigeant dans la pensée qu'on leur demande, ils sortent des choses confondantes. Et on peut, je suppose, en tirer beaucoup d'enseignements dans la pureté qui se dégage, de cette pensée enfantine. Merci beaucoup, Gilles, pour votre appel et votre témoignage précieux sur Europe 1. Nous sommes toujours en ligne avec Catherine. Nous avons au 3921 Yogan qui va maintenant nous rejoindre dans quelques instants. Elle a tout quitté, elle, pour devenir magicienne professionnelle, Ombline, vous voyez ? J'ai hâte d'entendre. Il y a Morog qui nous écrit sur la page Facebook qui n'a jamais caressé cette idée et regardé avec un peu de nostalgie les alternatives passées, manquées, parce qu'on nous a appris à ne pas oser. On nous a appris à nous conformer, à supporter. Mais des occasions, il y en a tout au long de la vie. Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Gilles qu'on vient d'entendre. 3921 pour venir à votre tour nous parler à l'antenne d'Europe 1. Cet après-midi, on parle avec vous de ceux qui ont eu l'envie de changer de paysage, d'atmosphère, de changer de destin. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et vous êtes plus de 1000 à nous avoir rejoints. Merci de votre confiance. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921, pour nous appeler, pour venir échanger sur le changement de vie, changement de cap, quitter la ville pour la campagne, quitter la France pour tenter sa chance ailleurs. Et qui n'a pas rêvé et qui ne rêve pas de changer de vie? Ombline, vous y pensez vous-même de temps en temps ou pas? Parfois j'ai juste envie de voir autre chose. Peut-être effectivement la campagne. La campagne. Mais des vacances, pourquoi pas? Bon. Nous accueillons maintenant Yogan sur l'antenne d'Europe 1 en 3921. Bonjour Yogan. Bonjour Olivier. Vous allez bien? Oui, super. Bon, merci. Je suis pressé d'entendre votre histoire parce que vous êtes la fille d'un créateur de trucage, d'un homme de spectacle et toute jeune d'ailleurs vous montiez sur scène avec lui, hein? Absolument, oui, j'étais sa petite assistante. J'ai commencé, j'avais 10 ans en fait. Vous aviez 10 ans. Vous y avez pris goût à cet âge-là? Oui, parce que j'étais comme une petite princesse à 10 ans, sur scène à côté de papa. On a continué pendant des années, car effectivement, papa, dans le domaine de la magie, est créateur, surtout donc de trucage dans le domaine de la lévitation. Donc c'est vaste comme sujet, mais toujours est-il que pendant des années, j'ai toujours été une partenaire, j'appelle ça aussi cobaye de choc, parce que comme il faisait de la création, l'idée c'était de faire des congrès dans la profession et après de montrer ce qu'il faisait comme nouveauté en tant que trucage en fait. La lévitation étant l'une des, en tout cas quelque chose de très impressionnant. Je sais que vous ne nous livrerez aucun truc, mais c'est quelque chose de toujours très impressionnant. Vos parents vous ont-ils poussé donc dans cette voie, étant la petite princesse
grossesse, ayant un petit succès sur... Pas du tout. Pas du tout. Non, on me disait, tiens, tu vas passer bientôt le bac, après, qu'est-ce que tu fais comme études parce que c'était effectivement dans leur tête, sans vouloir faire de jeu de mots, mais un peu illusoire de vivre de ça. Parce que mes parents avaient aussi d'autres métiers en parallèle. Papa était passionné, donc il est devenu effectivement magicien, mais il avait un autre job aussi. Un autre métier. Absolument. Et à 40 ans, il a fait des choix, comme moi d'ailleurs, derrière. Mais à l'époque, moi j'étais partie pour faire de la communication, donc j'ai fait des études très courtes, parce que j'avais envie de bosser rapidement. Et j'ai fait pas mal d'années dans la pub. J'ai même monté ma société. Pendant ça marchait des années. Bien Oui, ça marchait très très bien. J'étais avec quelqu'un que je connaissais pas très bien, qui est devenu mon associé, mais on était très complémentaires et on a eu des belles années. On a gagné pas mal d'argent, on s'éclatait bien. Et justement, alors, à quel moment, quand on gagne de l'argent, quand tout roule, quand on s'entend bien avec son associé, à quel moment on se dit non, je ne veux plus faire ça, et qu'on commence à mûrir une réflexion autour d'un rêve? Oui, parce que effectivement, ça marchait bien. Tout d'un coup, j'ai eu 40 ans. Et donc, j'étais mariée, j'avais 2 petites filles qui étaient encore petites. Et j'avais cette société où tout se passait bien, mais on y passe, c'est pas là 35 heures par semaine, c'est le double. Donc, ça veut dire qu'on bosse comme des fous. Et puis, j'avais un vrai manque de la scène. J'avais vraiment, en me disant, mais t'as un père créateur, t'as jamais rien fait toute seule, t'as même pas été capable de monter un numéro en solo. Et ça a été une vraie remise en cause. J'ai toujours un règlement de compte avec moi-même. J'ai interprété ça comme ça. Alors, j'ai tout arrêté. Il y a cette phase de remise en cause. Mais comment devient-on magicienne professionnelle lorsqu'on vient de la pub? C'est là, effectivement, où on parlait un peu de folie tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu mes parts, j'en ai parlé avec mon associé, j'ai dit, écoute, moi, la scène me manque, j'ai besoin de m'exprimer sur scène, j'ai des messages à faire passer. Je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de magiciennes, seules sur scène, justement. Et j'ai dit, écoute, tu vas avancer avec d'autres personnes, je vends tout, et puis j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Il a très bien compris. Et là, ça a été génial, parce que j'avais un peu d'argent devant moi, du coup. Ce qui vous a aidé, ce qui aide quand même. Qui aide quand même, oui, parce que c'est-à-dire que là j'ai arrêté. J'avais mon mari, mes enfants, beaucoup de temps chez moi, donc pour commencer effectivement la création d'un numéro visuel, avec bien sûr une lévitation à la fin. Sachant que papa était créateur. Donc c'est comme en fait une écriture de livre. Moi j'ai commencé à écrire un numéro, qu'est-ce que je voulais exprimer, donc c'était sur la femme, parce que je trouvais que la magie féminine n'était pas présente. Et j'ai commencé comme ça, donc du coup ça a passé très vite. J'ai monté un solo, quelques temps après un duo avec une autre magicienne, quelques temps après un spectacle pour enfants, je me suis mise au close-up. Tout ça, c'est ça. Tout ça s'est enchaîné. On va continuer avec vous puisque nous sommes toujours en ligne avec Catherine qui est, je le rappelle, l'auteur d'une œuvre qui s'appelle de la vie passée du break à la reconversion. Vous allez pouvoir échanger toutes les deux justement. On va pouvoir. J'ai envie de savoir comment votre mari a pris cette bifurcation dans votre carrière. J'imagine que lui avait son mot à dire aussi et que vous avez dû en discuter. Et nous échangerons encore avec Catherine sur toutes ces questions de changement de vie et de rêves réalisés. Et il y a Anne-Lise via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 qui écrit bientôt le grand départ pour nous. Les déménageurs viennent la semaine prochaine et direction le Québec avec nos 4 enfants, le chien et le chat. Europe 1. Vous aussi venez raconter votre histoire au 3921. Vous nous dites aujourd'hui si vous avez réussi à changer de vie, stopper un destin tout tracé pour partir à l'aventure. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons du changement de vie. On continue de discuter avec vous au 3921. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et tout de suite, c'est Lenny Kravitz avec Low. L'album Raise Vibration sort aujourd'hui. Lenny Kravitz avec Low sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi de l'envie de changer de vie, de changer de cap. Réagissez, témoignez. Hashtag Europe 1 sur Twitter, 3921 pour nous appeler.
Et nous sommes toujours au 3921 en ligne avec Yogan qui est passé de la publicité à magicienne professionnelle, et Catherine qui va réagir justement, Yogan, sur cette question de l'entourage. Votre mari, qu'en a-t-il pensé de cette décision ? Il était un peu surpris sur le coup, parce que bon, c'est vrai que la pub me plaisait également. Hein. Donc à 40 ans, il s'est dit non, mais c'est peut-être un peu tard là. Et il en a profité pour me dire génial, si t'arrêtes la société, on va faire un 3e enfant. Ah. Mais voilà, ça a été sa réaction. Et pourquoi en fait il a pensé que vous auriez plus de temps, ce choix de faire un 3e enfant pour... Oui, parce qu'il s'est dit du coup elle sera plus disponible, et avant de monter sur scène on a le temps de faire un 3e enfant. Mais en fait non. C'était pas vraiment le moment. C'était pas, justement, quand on veut remonter sur les planches, on ne pense pas du tout à refaire un enfant, au contraire. C'est une création de bébé, mais c'était pour un numéro visuel, donc ça n'avait effectivement rien à voir. Mais bon, il a très vite compris, hein, il était très ouvert d'esprit, donc il m'a soutenu dans ce projet. Justement, j'aimerais avoir l'avis de Catherine sur ce point-là. L'entourage, Catherine, on l'entraîne dans ce type de décision. Est-ce que il faut l'écouter, l'entourage? Est-ce que c'est important, ou finalement quand on doit faire le grand saut, il ne faut s'écouter que soi-même? Disons que la réponse elle est entre les deux, parce que il faut surtout pas écouter la première réaction de l'entourage, parce que sinon on ne fait rien du tout, ça c'est clair, parce que les gens sont un petit peu coincés dans leurs propres habitudes, et ils ont presque pas intérêt à ce qu'on réussisse notre mission. C'est souvent comme ça. Donc on va forcément être entouré de gens qui vont nous dire qu'on est inconscient, qui vont nous dire mais tu n'y arriveras jamais, ou qui vont nous mettre tout simplement des bâtons dans les roues, ou parfois on a effectivement un parent, un mari, etc., qui n'est pas aussi ouvert d'esprit que celui de Yogan, et qui va pas vouloir bouger lui, parce que forcément quand il y a un changement de vie, moi j'ai une amie comme ça qui était dans la publicité pareil, et qui est devenue après passée dans une démarche plus thérapeutique, où elle gagnait moins d'argent, où elle avait d'autres horaires, etc. Et il y a eu un moment extrêmement crucial avec son mari, qui était habitué à un certain confort de vie, qui a été obligé de se remettre en cause, de changer ses propres horaires, même de devenir lui-même plus ambitieux pour compenser la perte de revenus s'il voulait continuer à vivre de la même façon. Donc forcément ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes, et ça peut bousculer. Pas forcément demander. Oui, et ça peut bousculer l'équilibre financier de la maison. Yogan, ce rêve, il est totalement réalisé aujourd'hui. Vous êtes pleinement heureuse? Totalement, je suis très heureuse. J'ai fait beaucoup de choses depuis, puis je continue. Ce qui me passionne, c'est la création de nouveaux projets. Donc après un spectacle enfant qui s'appelle Ma sorcière préférée, qui a été primé à Avignon, ça m'a permis de tourner beaucoup avec ce spectacle. J'en ai un deuxième qui est en train d'être peaufiné, et puis je pars en plus dans l'humour, hein. Je me suis même investie en reprenant une école, hein, donc pour vous dire que je ne m'arrête pas. Pour dire que votre emploi du temps est plus que chargé. Toutes mes félicitations, hein, tout de même, pour avoir été au bout de ce rêve magnifique. Magicien en plus. Magicien, c'est un plus de plus, hein, puisque c'est le rêve de pas mal d'enfants. Merci Yogan, merci aussi à Stéphanie, Claire, Catherine, Gilles et tous les auditeurs qui ont aujourd'hui essayé de nous appeler, hein. Vous avez été encore nombreux à essayer de nous joindre au 3921. C'est malheureusement la fin de cette émission, mais que cela faisait du bien d'entendre que l'on va au bout de ses rêves. Grâce à vos témoignages, pas de doute, tout est possible. On peut réaliser ses rêves, trouver sa voie à n'importe quel âge, avoir plusieurs vies en une. Et finalement, il y a ceux qui mûrissent et préparent leur nouvelle vie, et puis il y a d'autres que la vie rattrape et qui font face à des événements qui peuvent tout remettre en cause. J'ai l'impression que l'essentiel dans tout ça, c'est de s'écouter et d'être soi-même. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Twitter, #Europe1, et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes désormais plus de 1000 membres. Merci de nous rejoindre et merci de votre confiance. Europe 1.